Je vais vous parler de cette réplique du célèbre tableau de Hyacinthe Rigaud, représentant Louis XIV en costume de sacre. Ce portrait, peint en 1701 par Hyacinthe Rigaud, dans un premier temps pour que Louis XIV l'offre en cadeau à son petit-fils, le roi d'Espagne, a tellement plu au souverain qu'il a décidé de le garder. À partir de là, cette œuvre est devenue un petit peu emblématique du portrait officiel du roi, et Hyacinthe Rigaud va faire plusieurs copies de ce tableau, et ensuite il demandera à son atelier de réaliser des répliques. Donc le tableau qui est présenté au musée d'Orléans est une réplique de taille réduite. C'est une œuvre qui a pour finalité simplement de répondre à la loi de l'offre et de la demande. Et à partir du moment où il y a une demande, eh bien, l'atelier va se mettre au travail. Donc on a énormément de répliques, soit de taille réduite, soit tronquées. On a dans les collections aussi une réplique à mi-corps du portrait du roi. Alors ce qui fait l'intérêt de ce portrait, c'est la magnificence qui est mise en scène pour présenter ce roi. Magnificence de l'architecture qui est évoquée à l'arrière-plan, du rideau d'apparat que l'on trouve déjà antérieurement chez un certain nombre d'artistes qui représentent les portraits royaux, et magnificence du sol avec ce tapis manifestement réalisé en soie, agrémenté de fils d'or et d'argent. Donc le cadre est vraiment un cadre holique dans toute sa dimension précieuse, et le roi trône presque au milieu de cet espace, mais il n'est pas assis, ce qui réduirait l'impression de puissance et de majesté. Il est au contraire positionné en pied dans cet espace, avec le trône qui se trouve derrière lui, et un tabouret qui est posé devant lui et qui permet de présenter un certain nombre des régalias, donc des symboles du pouvoir. On a bien sûr le sceptre, la couronne et la main de justice. Et le roi porte à sa taille l'épée, symbole de la puissance militaire et de son rôle de chef des armées. Donc ce portrait, c'est vraiment l'archétype du portrait officiel qui sera repris par Louis XV, par Louis XVI, avec très peu de modifications. La pose elle-même du roi sera reprise dans de très nombreux portraits, avec une main qui est en appui sur quelque chose et l'autre, le coude replié sur la taille, qui est là pour apporter une certaine prestance et en même temps positionner le roi dans une certaine distance sociale par rapport à son public. Les traits eux-mêmes de Louis XIV sont peut-être quelque peu arrangés, puisqu'il a 63 ans quand ce portrait est réalisé. Donc il est possible que l'artiste ait quelque peu lissé les traits de la physionomie du roi. Ce qui frappe, c'est quand même la puissance du regard, la bouche légèrement pincée, qui exprime cette autorité associée au positionnement du corps. Alors le corps de trois quarts est aussi représenté de manière à montrer ses magnifiques jambes,
qui ne correspondent pas tout à fait, sans doute, à l'état des gens de Louis XIV en 1701, mais qui font sans doute référence à des portraits antérieurs dans lesquels le roi se faisait représenter en danseur, et ces collants de soie qu'il porte et qui magnifient ses jambes sont là finalement pour rappeler un petit peu la vie du roi, sa passion pour les arts, pour la musique, pour le ballet en particulier, ballet dans lesquels il a incarné un certain nombre de fois le rôle d'Apollon. Et pour ce roi que l'on a surnommé le roi Soleil, effectivement, c'est un élément essentiel de prestance. C'est une manière de montrer qu'il est toujours présent, qu'il est toujours jeune, qu'il est toujours dynamique, même si dans la réalité ce n'est pas tout à fait vrai. Mais c'est le propre du portrait officiel, du portrait d'apparat, que de ne pas être réaliste, mais de représenter la fonction de roi, et non la réalité triviale d'un roi qui se déplaçait à cette époque plus souvent en fauteuil que sur ses deux pieds. Voici un portrait d'apparat qui représente la duchesse du Maine, Anne-Louise Bénédicte de Bourbon, représentée en 1694 par François de Troyes. François de Troyes est un peintre spécialisé dans le portrait et l'un des trois grands portraitistes de la fin du règne de Louis XIV, avec Hyacinthe Rigaud et L'Argilière. C'est une représentation en pied de la duchesse du Maine qui a épousé très récemment le duc du Maine, l'un des fils illégitimes, légitimés de Louis XIV et de Madame de Montespan. C'est une personne qui, de par ses origines, descend elle-même d'une branche cadette de la famille des Bourbons, ce qui explique certains éléments de son costume. On peut remarquer que la robe est bordée de fourrure d'hermine et que dans son dos traîne une cape sur laquelle on retrouve cette fourrure d'hermine et des fleurs de lys brodées. Des éléments distinctifs qui sont réservés à la famille des Bourbons et que personne d'autre ne peut bien sûr afficher sur ses vêtements. Donc nous nous trouvons dans la haute aristocratie du XVIIe siècle. Ce portrait est composé de manière à mettre en valeur la duchesse par le choix de la représenter en pied, avec un point de vue légèrement en contre-plongée pour l'agrandir, et avec une composition qui joue sur les éléments annexes de chaque côté, qui sont positionnés très très bas. On a derrière elle un serviteur, peut-être noir, mais vêtu à la manière d'un hindou, qui est agenouillé, ce qui permet de ne pas concurrencer en fait l'élan du corps de la duchesse. De l'autre côté, on a deux petits amours, deux petits cupidons, dont un lui offre des fleurs. Alors cette fleur qu'elle est en train de prendre entre ses doigts délicats, il s'agit d'une fleur d'oranger, et le choix de cette fleur n'est pas innocent puisque les fleurs d'oranger sont les symboles du mariage. Ce sont des fleurs dont on faisait des couronnes pour les mariés. Donc, quelque part, c'est une sorte de portrait historié avec des éléments qui renvoient à son mariage, des éléments qui renvoient à ses origines aristocratiques et d'autres éléments qui renvoient à son mode de vie, à
avec le serviteur, un serviteur exotique, auquel répond en vis-à-vis un animal exotique, un petit singe, qui s'est emparé dans la corbeille de fruits d'une grenade, là encore référence à l'exotisme et référence surtout au statut de future mère de la duchesse, puisque la grenade est traditionnellement un fruit qui évoque la fertilité. Et donc, cette présence de la grenade et du singe qui s'empare d'un morceau de la grenade est là pour rappeler que la duchesse en fait est enceinte et va bientôt donner naissance à un enfant. Alors ça ne se voit pas encore physiquement, donc on passe par des éléments symboliques. En même temps, ça permet de montrer le côté espiègle du petit singe. Petit singe qui est peut-être en concurrence avec un autre animal représenté tout en bas, dans la partie droite, qui est un petit chien de compagnie. Et on a l'impression que ce chien aboie, sans doute pour attirer l'attention sur le fait que le singe a volé un morceau de fruit. Donc ça permet d'animer la scène, qui évite ainsi le côté figé du portrait. Alors ce petit chien qui est au pied de la duchesse n'est pas non plus là par hasard. Le chien, c'est l'animal, symbole de la fidélité, qualité bien sûr attribuée aux femmes à cette époque, et donc finalement aucun élément dans ce tableau n'est laissé au hasard. De la même manière, on peut remarquer au sol un carquois rempli de flèches et un arc qui appartiennent aux petits amours et qui renvoient bien sûr au mariage récent de la duchesse. Donc tout est composé de manière à privilégier et à magnifier le personnage, tout en évoquant le cadre de vie et en évitant la monotonie d'un portrait trop sévère. Cette femme est représentée sans expression particulière, juste avec un léger sourire, une présence dans le regard, avec un visage qui est assez commun à cette époque et qu'on retrouve dans beaucoup de portraits. Il y a une codification en fait, de la beauté qui se met en place au XVIIe siècle, et cette codification de la beauté, Molière s'en est d'ailleurs moqué dans une pièce qui s'appelle Le Sicilien ou l'Amour peintre, où il fait dire à un de ses personnages qu'elle souhaiterait avoir un portrait qui la représente elle-même et non un portrait qui ressemble à tous ses congénères avec une bouche bien fendue, des petits yeux parfaits et le visage pas plus gros que le poing. Donc, on est dans un portrait très codifié. Autre élément que l'on peut remarquer, c'est la position des mains de la duchesse, qui n'est pas sans rappeler la position des mains du portrait le plus officiel qui soit au XVIIe siècle, plutôt au début du XVIIIe, celui de Hyacinthe Rigaud, qui représente Louis XIV, où on va retrouver une main, on va dire, active, qui prend quelque chose, et l'autre qui est plus proche du corps et qui permet de générer une forme d'action. Donc c'est un magnifique portrait d'apparat qui est le reflet de cette aristocratie qui se met en valeur et qui se présente dans son cadre de vie quotidien. Je vous propose un petit parcours dans les pastels pour évoquer la création, la genèse d'un portrait. Nous avons une première œuvre de Maurice Quentin de la Tour qui est une ébauche pour le portrait de Monsieur Sylvestre. On voit que cette première ébauche a été faite devant le modèle et qu'il s'est attaché uniquement à capter les traits du visage.
visage. C'est la partie pour laquelle le modèle est absolument indispensable. Il a juste mis quelques petites notations pour évoquer le tour de cou, un traitement de la perruque juste pour mettre en place finalement son rapport au visage, et il va ensuite pouvoir retravailler ce portrait dans son atelier. Juste à côté, on a une étape postérieure pour un autre portrait. Celui-ci représente une femme anonyme qui a été peinte au pastel par Jean-Baptiste Perronneau. On voit dans celui-ci que le visage est déjà très travaillé. Donc on est dans un travail postérieur où il a repris les carnations et où il commence à positionner le costume de son personnage. Alors c'est une ébauche, c'est une œuvre qui a été abandonnée, on ne sait pas pourquoi, en cours de route. Donc on devine juste l'ébauche avec le papier bleu qui est le support même du pastel, qui était très souvent réalisé sur des papiers bleus, et quelques annotations de couleurs pour signifier la lumière ou l'ombre de ce côté-là. Et ensuite, c'est quelque chose qu'il poursuivra dans son atelier. Alors, troisième étape, il s'agit d'une étude très aboutie, réalisée par Maurice Quentin de la Tour, qui donne vraiment l'impression d'un portrait complètement finalisé, avec un traitement des carnations très poussé, des reflets de lumière sur la peau qui évoquent la brillance, des rehaus de blanc qui apportent justement cet effet complètement tactile du personnage, la présence de petits détails très finalisés comme la boucle d'oreille qui évoque son statut d'ancienne esclave, et un petit madras posé sur l'épaule. Donc il pourrait s'agir effectivement d'un portrait terminé. Or, nous savons que ce n'est pas le cas puisque le portrait final se trouve au Musée d'Art et d'Histoire de Genève. C'est un portrait qui représente ce même personnage avec sa livrée de serviteur et qui est le portrait qui a été finalement apporté au commanditaire, l'artiste ayant conservé vers lui cette étude. Donc voilà, on voit que les artistes finalement passent par beaucoup d'étapes, et en particulier Maurice Quentin de la Tour aime particulièrement reprendre ses portraits de manière à obtenir quelque chose de parfait. L'autre intérêt de ce portrait de jeune homme noir, qui date de 1741, c'est sa précocité par rapport à l'évolution de la pensée au XVIIIe siècle, où on s'interroge sur le statut de l'homme noir. Il s'agit bien évidemment d'un serviteur, ancien esclave. Or, quant à la Tour, le traite à l'image de tous ces autres personnages, comme un être pensant, avec un regard qui évoque une certaine nostalgie. Donc c'est un portrait à la fois individualisé physiquement et qui traduit la psychologie du modèle. Donc quelque chose qui est tout à fait novateur et très différent de ce que l'on a généralement dans les portraits de serviteurs qui sont souvent en arrière-plan et qui sont là pour mettre en valeur le riche européen. Je vais vous présenter ce tableau qui représente la famille Hupeau, peint par Donatien Nonotte au XVIIIe siècle. Il s'agit d'une famille bourgeoise qui est composée de Monsieur Hupeau, dont le métier est architecte, comme le suggère le compas qu'il tient à la main. Sa femme, qui est assise en contrebas juste à côté de lui, et leur fille qui se trouve dans un fauteuil placé devant un paysage
qui est un paysage représentant la ville d'Orléans et la Loire. Alors, pourquoi la ville d'Orléans? Tout simplement parce que cet architecte, M. Hupeau, est le concepteur du pont royal qui va être édifié dans les années 1760 à Orléans, un pont qui est évoqué à l'arrière-plan, une ville qui est censée aussi évoquer Orléans, bien que tout ça ne soit pas très réaliste. Il est probable que nos notes ne soient pas venues voir sur place la réalité des choses, et en particulier sur le pont, cet obélisque qu'il dessine n'a jamais existé. Donc c'est l'image d'une ville et c'est l'évocation finalement du travail de cet architecte. Alors on sait par ailleurs qu'il s'agit bien de ce pont d'Orléans, puisque M. Hupeau a sur ses genoux des feuilles de dessin sur lesquelles on peut lire plan du pont d'Orléans. Et il s'agit donc bien de cet ouvrage, un ouvrage très important dans sa carrière, puisque le pont qui est construit au XVIIIe siècle pour remplacer le pont du Moyen-Âge est un ouvrage dont le paiement est réalisé par l'État. Orléans appartient au duché d'Orléans, dont le représentant est le frère du roi. Donc c'est une ville importante sur le plan politique et c'est une ville prospère sur le plan économique. Donc obtenir cette commande pour M. Hupeau, c'est vraiment quelque chose de très important et ça explique très certainement ce choix de se faire représenter en famille, mais en relation aussi avec son ouvrage majeur. Ce que l'on peut remarquer par ailleurs à travers cette représentation de la famille, c'est leur richesse qui se manifeste par les magnifiques robes des deux femmes, les ornements de dentelle et également par les occupations de ces deux femmes. La jeune fille joue de la vielle à roue, un instrument qui est au départ utilisé par les jeunes savoyards qui l'hiver descendent dans les vallées pour gagner un petit peu d'argent et qui au XVIIIe siècle devient un instrument très prisé de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie. Et de l'autre côté, nous avons Madame Hupeau qui tient une navette dans sa main. On voit un fil qu'elle tient entre ses doigts et avec cette navette qui est en quelque sorte une bobine de fil, elle va faire ce qu'on appelle du filet, c'est-à-dire une sorte de dentelle grossière, l'objectif étant de s'occuper les mains, d'avoir des occupations qui correspondent à sa classe sociale. Donc manifestement, à travers ce portrait, Monsieur Hupeau veut montrer sa richesse et l'artiste a fort bien compris le désir de son commanditaire, puisque à l'arrière-plan, il place un élément d'architecture et un rideau, référence que l'on trouve dans de très nombreux portraits royaux, puis aristocratiques, puis bourgeois. En fait, la bourgeoisie va s'emparer des codes de l'aristocratie à partir du XVIIIe siècle, au moment où elle devient une force économique puissante et où le portrait va se répandre dans cette nouvelle classe sociale. Voici le portrait de Madame Risner et de sa sœur, Madame Longroy. Il s'agit d'un portrait de très grande taille réalisé par le mari de Madame Risner, qui représente donc sa femme en compagnie de sa sœur dans un cadre tout à fait luxueux. Certes, les Risner font partie d'une grande famille d'orfèvres et ont certainement
un niveau de vie relativement élevé. Néanmoins, on sent dans ce portrait l'influence des portraits d'apparat antérieurs que l'on retrouve en ce début de 19e siècle dans cette représentation, cette mise en scène de ces deux femmes dans un cadre qui évoque un château avec les balustres du balcon, avec un tapis sur le sol et surtout ce grand rideau vert qui vient cacher le ciel et créer un contraste qui met en valeur les visages des deux femmes. Ce grand rideau, en fait, c'est un élément qui provient des portraits royaux. Depuis la Renaissance, on a pour habitude, dans les portraits aristocratiques, de mettre effectivement des voilages, des rideaux derrière les personnages. Et cela va devenir une habitude dans beaucoup de portraits de la bourgeoisie à partir du XVIIIe siècle. C'est un petit peu copier les codes en fait, du portrait officiel, du portrait d'apparat, pour montrer son importance sociale. D'ailleurs, la taille même de ce tableau montre l'importance sociale de cette famille. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'il s'agit d'un portrait intimiste. Il s'agit d'un portrait de famille qui, très certainement, est resté dans la famille. Cette volonté de mettre en valeur son positionnement social associé à cet aspect intimiste est assez surprenant. Alors cet aspect intimiste, on peut le voir aussi à travers la relation des deux sœurs. Contrairement à la plupart des portraits où au moins l'un des personnages interpelle le spectateur de son regard, là on a l'impression de presque pénétrer dans un espace interdit, presque de surprendre un instant tout à fait intime qui se manifeste par le jeu de regard des deux femmes, par un regard interrogatif pour Madame Risner, peut-être un regard de curiosité, bienveillante sans doute de la part de sa sœur. Madame Risner est en effet en train d'écrire une lettre avec son petit écritoire posé sur les genoux et on a vraiment l'impression d'assister à un dialogue muet entre les deux femmes. Donc on est vraiment dans une mise en scène qui en même temps s'appuie sur les vêtements même de ces deux femmes. On a des vêtements tout à fait somptueux avec cette magnifique robe soit de cotonnade, soit de soie de l'époque de Madame Longroy. Ces gants dont l'artiste s'est amusé à restituer le plissé de la peau, le rendu de ce chapeau de paille ou celui de ce cachemire posé sur le dos de la chaise. On a vraiment un souci de recherche tactile très poussé que l'on retrouve dans cette magnifique robe rouge qui n'est pas choisie tout à fait au hasard. Certes, elle contraste parfaitement avec le rideau vert, elle renvoie par sa luminosité à la blancheur de la robe de Madame Longroy, mais elle est surtout un élément vestimentaire qui renvoie à la fonction de Madame Risner, qui est électrice de l'impératrice et dame de compagnie. Et cette robe rouge est en fait son uniforme de travail, en quelque sorte. Et donc cette proximité avec le pouvoir, il semble que le peintre ait voulu le traduire dans ce portrait d'apparat avec cette robe rouge qui rappelle la fonction de cette femme et les fonctions proches du pouvoir de cette famille Risner. Donc voilà, un portrait dont le but est très certainement de bien manifester le positionnement social
de l'artiste et de sa famille.